Allô, c'est José Adam. Je suis fier de vous inviter à profiter de mes excellents conseils, mon expertise, de mon service Hey, Gilles, Quoi? T'as beau essayer d'être moi, tu Bon. vois bien que ça marche pas. T'es pas crédible, tout ça une faux. Et en plus, t'es pas intéressant comme je le suis. Fait que ta voix est ordinaire, ton débit. C'est beau, José, ça va être correct, j'ai compris. C'est vrai, on peut pas essayer de remplacer en 10 secondes 30 ans de travail acharné en électronique, 30 ans avoir bâti une entreprise forte, respectée partout au Québec. Absolument. En ces temps troubles, ça fait du bien de rester à la maison. Maison Adam. Parents et amis, avec Gilles Parent. Bienvenue sur Parents et Amis, le podcast hebdomadaire qui traite de tous les sujets d'intérêt. On nous retrouve sur gilesparent.com, sur Spotify, Google Podcasts, Balado de Apple et le canal YouTube sous le vocable Parents et Amis. Le sujet d'aujourd'hui revêt une grande importance dans nos préoccupations du moment, il n'y a aucun doute. On va parler de l'anxiété grandissante chez la génération des 15 à 25. Et si on avait du temps, si on avait des heures et des heures, on pourrait parler de la société au complet parce qu'on n'a pas l'impression que ça va nécessairement mieux au deuxième étage. Comme guide, je ne pouvais pas trouver meilleur spécialiste pour répondre à nos interrogations. Nathalie Parent est psychologue, chargée de cours à l'Université Laval, formatrice, conférencière et auteure à succès. Bonjour Nathalie, comment ça va? Bonjour Gilles, ça va bien, merci. Alors, j'allais dire, vous, ça va bien. La société, il y en a certains qui trouvent que ça va bien, mais on se pose beaucoup de questions. Ça reste assez difficile. On a un gros objectif aujourd'hui, Nathalie, c'est costaud, mais important. L'anxiété, le stress chez les jeunes nous semble, en tout cas, assez généralisé. Je ne sais pas si c'est le constat que vous faites. Vous en rencontrez beaucoup des parents et des jeunes? Oui, absolument. C'est vraiment une problématique en hausse, là. On le voit de plus en plus. C'était déjà en hausse avant Ah oui, la ça a COVID. commencé avant? Oui. Et on le remarquait depuis une dizaine d'années, entre autres. Mais là, c'est encore plus... en tout cas, j'ai pas de statistiques actuelles, mais ce qu'on constate dans les bureaux de psy, c'est que c'est assez rempli, je dirais. Est-ce que le confinement a été un catalyseur? Est-ce que le confinement a amené encore plus de problèmes, à votre avis? Ah oui, absolument. Ah oui? Il y en a pour qui ça a été aidant. Hein? Il y en a qui étaient moins dans les obligations ou qui, entre autres, se sentaient plus isolés avant le confinement. Donc là, en étant isolés, ben ils se trouvaient corrects. Avec d'autres mondes. Exactement. Okay. Mais pour la majorité des gens, quand même, ça a été une période difficile. C'est un stress, hein? C'est un stress énorme. Donc, qui dit stress dit problématique, là, que ce soit après ça, un stress à long terme peut amener des problèmes physiques ou psychologiques, dont l'anxiété. Si on commençait par la base, juste pour qu'on se comprenne, le stress, c'est quoi exactement? Parce qu'on parle d'anxiété et de stress, pas sûr que c'est exactement la même chose. Hein? Non, c'est vrai qu'il y a des petites nuances à faire. Le stress, en fait, c'est face à un événement. Il y a un événement qui arrive, le corps est face à un événement, puis il doit sécréter des hormones de stress, dont l'adrénaline, le cortisol, qui vont répondre, qui vont aider le corps à affronter un événement. Okay. Donc, il y a quelque chose de totalement naturel là-dedans. Absolument, qui est là depuis la nuit des temps. Là, hein? Sonia Lupien en a parlé beaucoup avec le mammouth. Là. Affronter le mammouth, on mobilise notre stress, notre corps pour affronter. Ben, c'est un peu ça, là, face à l'événement, là, que ce soit un examen qui s'en vient, aborder une personne, ben, il y a quelque chose qui se prépare pour avoir les yeux, ne serait-ce que juste quand on fait une rencontre comme on fait actuellement, là, vous et moi, ben, on est en train de mobiliser notre énergie pour bien répondre à la demande, bien performer. Le stress peut être positif, c'est ça, je comprends de ce que vous dites. OK. Oui, tout à fait. Puis si on pense à l'anxiété, là, on est plus face à quelque chose, on peut appréhender, mais tu sais, l'événement n'est pas là, mais on appréhende l'événement qui s'en vient, ou encore, on imagine un événement, une menace à venir. Okay. Donc, on est plus dans la peur. Moi, j'aime bien utiliser l'analogie des abeilles pour dire... Quand il y a une abeille qui nous tourne autour, c'est stressant. Quelques abeilles, ça devient stressant, c'est le stress. Hein? Mais si on appréhende, si on n'est pas avec les abeilles, mais qu'on pense... Que peut-être. Oui, qu'on évite d'aller à quelque part parce qu'on pourrait se faire piquer par une abeille, bien là, on est plus dans l'anxiété.
Mais l'anxiété est normale aussi, dans le sens que si je viens de me faire piquer par une abeille, mon corps a réagi, j'ai eu mal, bien, il va y avoir un système de protection quand même qui va nous dire « Ah, pas sûr qu'il faudrait que tu retournes à cet endroit-là. » Il y a une connaissance de ce qu'on a vécu qu'on n'a pas le goût de revivre, mettons. Exactement. OK. Alors là, peu à peu, en y retournant graduellement, bien, la peur va aller en s'estompant, puis l'anxiété également. Donc ça, c'est un processus normal, comme si on se fait mordre par un chien, bien, face à un échec ou à une douleur, on va l'appréhender, puis c'est normal. Donc, voilà, ça, c'est un peu la distinction que je ferais. Ça veut dire que du stress peut amener l'anxiété? Bien, plus que le contraire, c'est ça, je comprends? Exactement. L'anxiété n'amène pas le stress. Le stress arrive avant. J'essaie de comprendre. Là. Exactement. Je suis votre élève aujourd'hui. Vous êtes un bon élève parce que c'est un peu ça. Mais voyez-vous, juste en vous disant vous êtes un bon élève, je suis en train de mettre aussi une pression quand même. Okay. Hein? Souvent, quand on se fait dire qu'on est bon, ben on veut continuer à être bon, hein, répondre à cette demande-là. C'est valorisant. Ben oui. Fait que, donc, c'est ça. Ce qu'on fait quand on veut, quand on se fait piquer, par exemple, par une abeille ou quand on vit quelque chose qui nous a amené une blessure ou quelque chose, notre corps va protéger en nous disant « Attention, il y a une menace ». Mais aussi, il peut nous mobiliser pour dire « Attention, faudrait quand même aussi bien répondre à la demande pour ne pas avoir l'air fou, pour ne pas avoir l'air ridicule. Hein? » OK. Donc, c'est ça. OK. Donc là, on va parler des jeunes parce que c'est le sujet 10 à 25 ans. Je disais, ça peut être 15-25. On peut imaginer le 5 à 30 ans. C'est pas ça qui est vraiment important. Ce que les gens vont faire, ceux qui ont un certain âge, comme moi, j'ai 60 ans, il y en a qui ont 40 ans, tout le monde écoute ce genre de podcast-là, ils vont dire, il y a toujours eu du stress, probablement, de ce que j'entends, de ce que je lis, il y a toujours eu de l'anxiété. Mais là, on en parle comme étant des éléments qui dérangent beaucoup les jeunes et qui semblent être plus généralisés qu'avant. Alors, commençons par les sources de stress les plus communes, les plus habituelles chez les jeunes. Oui. Dans les sources de stress, bien, il y en a plusieurs, là, mais si on pense... les plus importantes, mettons, là. Oui. Bien, il y a tout ce qui touche l'avenir, bon, les périodes de transition, quand on passe du primaire au secondaire, quand on passe du secondaire au cégep. Bon, puis du cégep à l'université ou au marché du travail, selon nos choix. Bien, ça, c'est des périodes importantes de stress qu'on vit. C'est des périodes naturelles de transition qui amènent du stress. Bon, il y a ça, mais il y a les événements de vie comme déménagement, comme aller en appartement, c'est quelque chose de positif, mais on sécrète quand même des hormones de stress dans ces événements de vie-là. Avoir une copine, mettons, puis casser avec sa copine à 16 ans, c'est un stress, là? Absolument. Ben oui, puis surtout si on avait planifié aller faire notre vie avec. Hein, des fois, on planifie gros jeune, hein? On ne connaît pas On a un côté un peu plus idéaliste. Oui, hein? oui. C'est ça. Ça fait partie de la jeunesse. C'est ce qui est beau aussi. Mais donc, quand on a différents événements de stress, plus les éléments de stress s'accumulent dans une période courte, là, bien, plus on est à même de vivre des moments d'anxiété, par exemple. OK. Là, on parle... Ça, ce que vous me dites là, moi, j'imagine que ça existe depuis très longtemps. Là, ce qu'on dit maintenant, c'est qu'il y a peut-être une anxiété liée beaucoup à la performance, à l'image, à bien paraître. Ça, là, on voit les médias sociaux qui apparaissent, là, mais ça doit être probablement l'élément le plus important, la différence la plus importante. Oui, absolument. C'est vrai qu'il y a ça, mais quand on parle de médias sociaux, on parle aussi de rythme dans lequel on est, où est-ce qu'en un clic, on a tout, là. Hein? Donc, on est beaucoup moins dans la loi de faire un effort pour obtenir quelque chose. On est plus dans la loi du moindre effort. On a ça rapidement, vite, tout de suite. Donc, ça, ce que ça fait pour le corps, c'est qu'on n'est comme pas habitué de mettre un effort ou de tolérer quelque chose qui est inconfortable, comme du stress, comme de l'anxiété. Okay. On est dans l'agir. On va agir, on va quand c'est inconfortable, on va prendre l'iPhone, on va aller fuir dans tout plein de jeux vidéo. La patience est donc à rude épreuve. Dans le fond, les éléments d'ailleurs, on se dit ça des fois... Tu es avec une autre personne au restaurant, il y en a un qui se lève pour aller au petit coin, première affaire qu'on fait, on prend le téléphone, comme si on ne peut pas avoir aucun temps libre. Tellement, mais c'est tellement ça, même dans les files d'attente, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde est branché sur le téléphone. Bon, ça a du bon, là, mais ça a du moins bon. Parce que dans les faits, là, notre cerveau a besoin d'intégrer les informations
Puis la façon de le faire, c'est par les temps libres. Donc, quand on laisse aller nos pensées, quand on est sur la route, par exemple, qu'on conduit de façon réflexe, puis qu'on n'a pas de stimulation de radio, par exemple, on est dans nos pensées, puis tout comme quand on va marcher, par exemple, puis qu'on n'a pas d'audio dans nos oreilles, bien, on est en train de se faire du bien au cerveau, on est en train de lui donner une pause pour récupérer. C'est comme nécessaire pour le corps humain. Là, vous êtes en train de me dire que ces pauses-là sont de moins en moins fréquentes. Il n'y en a plus. OK, ça, c'est une partie importante de ce que Vraiment. vous dites. Là. Parce que quand il y en a, c'est à l'approche du sommeil. Quand on veut se coucher, c'est là qu'on n'a pas le choix de laisser aller. Mais s'il n'y en a pas eu des moments dans la journée où on a pu laisser aller, bien là, tout remonte. Tout remonte, dont les peurs, les préoccupations, les anxiétés. Alors souvent, on tombe dans un cercle vicieux où on est anxieux, puis là, on n'arrive pas à dormir. Puis quand on n'arrive pas à dormir, bien là, l'anxiété est plus élevée. Donc, il y a comme quelque chose à faire à ce niveau-là. Si on parle des jeunes particulièrement, est-ce qu'on dirait que derrière l'angoisse existe toujours une certaine forme de peur de décevoir? Se décevoir, décevoir à sa blonde, décevoir à ses parents, décevoir à son prof. J'en mets large, là, mais est-ce que c'est pas l'apanage de toutes ces formes de stress et d'angoisse? Bien, c'est vrai que la peur de décevoir, la peur de ne pas être à la hauteur, ça part de loin. Là. Quand on est tout petit, on vit ça, puis on grandit avec ça. On essaie de construire notre estime de soi, notre confiance en soi. Mais effectivement, il vient un temps où on se demande, est-ce qu'on est à la hauteur? Est-ce qu'on va décevoir nos parents? Même si les parents disent, moi, j'entends souvent ça, là, les parents me disent, mais je ne mets pas de pression pourtant, je ne mets pas de pression à ce qu'il performe. Bien, c'est vrai, c'est fort possible. Lui s'en met. Pourquoi? Bien, parce qu'il a peur de vous décevoir, mais ça vient de lui, c'est quelque chose d'interne à lui. Mais peut-être qu'il vous voit aussi à être dans la performance, à vouloir performer, puis à être un excellent parent, le meilleur parent possible. Hein? On s'en met de la pression. Mais est-ce que vous faites ce travail-là? J'imagine que oui, là, pour les plus jeunes, mais je ne sais pas jusqu'à quel âge vous le faites, mais par exemple, prendre le parent avec l'enfant au départ, juste pour une première rencontre, après ça, le parent seulement, après ça, l'enfant seulement, puis voir... J'imagine que c'est là que ça vous donne des indices d'une partie de la problématique. S'il ne voit pas la même chose. Tu sais, quand vous disiez de la mère, je ne mets pas de pression, puis l'enfant va dire, moi, je sens de la pression de mes parents. Oui. Bien, comme je disais, c'est comme si le jeune lui-même se met cette pression-là. Même si le parent ne s'en met pas, lui peut s'en mettre, mais il voit aussi que ses parents se mettent à eux-mêmes de la pression. Moi, je dis tout le temps, la meilleure façon, c'est de montrer à nos jeunes qu'on n'est pas parfait. Hein? Quand on montre qu'on a des imperfections puis qu'on se trompe, bien, on est en train de leur montrer que ben, ils ont le droit de se tromper puis qu'ils ont le droit de ne pas être parfaits. Hein? Puis autant chez les jeunes hommes, là, les jeunes femmes, leur montrer que tu sais, il y a des affaires là, en rétrospective qu'on se dit « Ouais, c'était peut-être pas ma meilleure comme parent. Hein? » Puis qu'on ose leur dire, puis avouer. Hein? C'est avouer aussi être en contact avec une partie peut-être plus honteuse. Hein? La honte, c'est pas le fun. Hein? Fait qu'on veut pas se coller à ça. Mais d'un certain sens, les parents, l'exemple des parents, en tout cas, moi, il me semble, encore aujourd'hui, dans des discussions qu'on a entre adultes, on se dit... Souvent, c'est le mimétisme. Souvent, on fait comme ce qu'on a eu chez nous. Puis quand on regarde les problématiques qui se développent plus tard, dans certains cas, on se rend compte qu'il y a des lacunes qui sont liées à ça. Les parents n'étaient pas là ou les parents étaient plus ou moins dans l'équilibre total avec l'enfant. Fait il y a deux éléments que vous dites là-dedans, je trouve intéressant. Il y a le côté, les parents peuvent être un bon exemple, ou des parents qui travaillent 29 heures par jour. Pour l'enfant, il ne voit pas ses parents, il voit ses parents travailler tout le temps. Bon, est-ce qu'il voit quelqu'un qui travaille très fort puis qui veut réussir, ou il voit un parent qui n'est pas là puis qui se rend compte qu'il n'y a pas le parent? Là, j'essayais de voir comment on fait l'équilibre là-dedans. C'est deux éléments majeurs, c'est-à-dire le parent qui est absent, puis en même temps, mais pour l'enfant, il est absent, mais en même temps, il travaille très fort. Donc, ça pourrait être positif, mais c'est surtout négatif parce que l'enfant va se plaindre ou va dire plus tard, moi, je n'ai pas eu de parent. Mes parents n'étaient pas là. Ah ouais. C'est une chose que vous devez entendre dans vos... Ben oui. Dans le bureau, hein? Oui, absolument. Puis c'est deux volets quand même importants parce que si on se dit, par exemple, mon parent n'était pas là, parce qu'on peut travailler énormément, mais être présent psychologiquement pour notre enfant. Puis là, ça fait une différence. Hein? Quand l'enfant sent qu'on est là pour lui... Temps de qualité au moment où c'est opportun, mettons? Oui, ou un texto, ou, tu sais, parce qu'on peut penser au travail et penser aux jeunes en même temps. Donc,
Donc, ça, déjà, dire « Hey, je sais que tu as une grosse journée, je peux le texter ou je peux y parler, prendre quelques minutes au téléphone à travers mon travail. » Donc, ça, c'est quelque chose. Hein? Donc, il a besoin de sentir qu'on peut être là. Mais il peut aussi, le jeune, se mettre de la pression à se dire, parce que c'est humain, là, quand on est jeune, on veut souvent faire mieux que nos parents. C'est très humain. On veut dépasser, faire mieux. Être meilleur. Mais les parents aussi, des fois, on veut que nos enfants soient meilleurs que nous. On a des attentes. On a des attentes. Hein? On met pas de pression, mais on a des attentes. On a des attentes, absolument. On en a tout le temps. On veut qu'ils réussissent, qu'ils soient heureux, puis ça, c'est légitime. Donc, veut pas, il y a une interaction entre les deux, hein? Entre le jeune, ce que lui, il perçoit, ce que lui vit, puis ce que le parent, lui, peut projeter, peut avoir comme attente. Quand les jeunes sont dans votre bureau, quand les jeunes vont vous voir, Nathalie, quand vous leur parlez, qu'est-ce qu'ils disent comme problématique qu'ils vivent, mettons, à 15-16 ans? Là? Comment ils se sentent? Est-ce qu'ils disent « je me sens pas bien, je me sens pas à la hauteur ». Est-ce qu'ils ramènent ça à eux ou c'est leur entourage? J'essayais de voir comment ils réagissent. Oui, bien, ça dépend des jeunes, c'est sûr. Puis je dis tout le temps, moi, qu'il y a autant de façons d'intervenir ou de façons de voir l'anxiété qu'il y a de personnes qui existent. Donc, c'est très, très, très variable. Okay. Hein? C'est chacun son histoire, chacun arrive avec son bagage à lui. Donc, il y en a qu'ils vont être super sérieux, ils vont se demander énormément dans leur vie, là. Ils vont se demander beaucoup. Puis, donc là, ils se demandent, ils vont travailler fort, eux autres, ceux-là, ils vont étudier beaucoup, mais ils s'en demandent trop pour la partie plaisir. Qui pourrait avoir. Donc, il manque d'équilibre dans leur vie. Ils trouvent ça. Oui. OK, ils trouvent que c'est intense. Là. Exactement. Parce qu'ils se sont mis un objectif. Ils veulent, par exemple, je pense à ceux qui veulent rentrer en médecine ou bon, hein, il y en a qui se mettent beaucoup de pression, puis là, ils ont un plan A, puis il n'y a pas de plan B, puis c'est que ça. C'est là qu'on s'en va. Oui. Donc là, il faut essayer de trouver des plans B, C même, et donc, puis apporter des nuances aussi, hein, parce qu'il y en a qui vont se dire, s'ils ont un mauvais résultat et qui sont poches, qui sont pourris, qui sont, bon, hein, ils se définissent par le résultat. Ils se disent peut-être même plus poches qu'ils sont. Exactement, oui. Ils se sentent pas bons. Exactement. Alors que dans le fond... Alors qu'au fond, la note ne définit pas la personne qu'elle est. Hein? Puis moi, je dis tout le temps, il n'y a pas... on n'est pas obligé de tout le monde aller au cégep et à l'université. Là, hein? Je prends Guy Laliberté, un des hommes les plus riches. Lui, il a décidé à 15 ans qu'il allait étudier le cirque. Hein? Ses parents, ils étaient bien déçus. Hein? Ils ne voulaient pas ça. Mais ça ne lui a pas empêché de réussir dans sa vie. On ne peut pas tous être des Guy Laliberté. Par contre, c'est pas tout le monde... Ben, c'est pas fait pour tout le monde, l'université, c'est pas fait pour tout le monde. Puis les métiers, puis ça, c'est un fait. Puis on en a besoin. Moi, j'ai besoin de mon coiffeur. J'ai besoin, on a besoin, notre société a besoin des gens manuels aussi. Puis c'est pas, je veux dire, on peut très bien réussir notre vie quand on est travailleur manuel. Puis moi, je trouve que ça sont super importants. Est-ce que, Nathalie, une partie des problèmes, c'est les attentes? Nos attentes trop élevées ou démesurées? Puis quand tu parles à des gens qui sont stressés puis qui se disent « j'y arrive pas », est-ce que c'est de revoir des fois, mais qu'est-ce que tu espères? Dans le fond, est-ce que tu vois trop grand? Ou c'est pas de rabaisser complètement, mais c'est de trouver un équilibre peut-être? Encore une fois, le fameux mot. Exactement. Trouver l'équilibre, puis trouver là où est le jeune, où est-ce qu'il est son besoin dans l'actuel. Il y a des jeunes qui, surtout à ce temps-ci de l'année, là, à ce temps-ci avec le confinement, post-confinement, qui sont plus à chercher à établir des relations. Donc là, leur priorité, c'est pas tant leur note, mais ils ont besoin de réétablir des contacts avec les jeunes, avec d'autres jeunes. Donc, c'est sûr qu'ils sont moins portés ils ont moins la tête peut-être à performer ou à étudier. Donc, il faut voir où est-ce qu'il est le besoin dans l'actuel du jeune, là. Hein? Puis en même temps, moi, je me dis, on a entendu beaucoup parce qu'on parle beaucoup de santé à cause des vaccins et autres, mais on a entendu beaucoup de psychologues comme vous dire, finalement, le confinement, le fait qu'on n'a pas vu nos amis pour les jeunes, on n'est pas allé en présentiel tant que ça, là, ça revient tranquillement, c'est qu'on s'est rendu compte que c'est tellement lié, ça a l'air niaiseux ce que je vais dire, mais le mental et le physique est très lié. Oui. Donc, on a parlé beaucoup du physique, le confinement, être seul chez soi, mais la plupart des psychologues ont noté que les jeunes sont vraiment affectés. Là. Est-ce que c'est encore le cas ou vous voyez un peu la lumière au bout du tunnel là-dessus?
Bien, il y en a encore qui sont pris. Moi, ce que je vois, là, les demandes que j'ai eues, c'est beaucoup là, de l'anxiété sociale. OK. Donc, la difficulté à refaire des liens. On a été chez nous beaucoup, donc c'est comme difficile. Puis c'est plate à dire, mais l'aspect masque, là, ça amène une autre dimension. Là. Nos repères sont quand même différents de ce qu'ils étaient quand on était en relation sans les masques. Donc, il y a plein de liens à faire à ce niveau-là sur l'anxiété sociale, mais il y a aussi, là, l'année passée, il n'y a pas eu d'examen du ministère dans les écoles. Là, il va en avoir cette année, fait qu'on risque, dépendamment comment on va leur présenter ça, les examens du ministère. Ça va être un stress, c'est sûr. Hein? Ben oui, puis les enseignants sont stressés aussi. C'est comme s'ils ont de la pression ou ils s'en mettent, là, dépendamment de chaque personne, mais à ce qu'il n'y ait pas de retard, qu'ils apprennent autant que s'il avait été dans les années normales, là, mais on a eu quand même des manques. Mais il faudra composer avec ça plutôt que de se mettre une pression à ce qu'on rattrape ou qu'on voit telle matière. Faut voir qu'il y a un après, là. Hein? Nathalie, est-ce que vous voyez comme psychologue, quand vous regardez, mettons, la société il y a 50 ans, 40 ans, 30 ans, 20 ans, puis 10 ans, puis aujourd'hui, une différence fondamentale dans l'équilibre psychologique des jeunes, parce que c'est de ça qu'on parle aussi. Le fait que, par exemple, dans le temps, moi, on était une famille de 8. Il y en a qui étaient une famille de 6, famille de 5, famille de 10. Il y avait une auto, j'allais dire, on s'élevait ou il nous élevait. Je n'ai pas le bon terme, là, mais le fait d'apprendre par ses frères et sœurs, par la communauté, par les amis, par le fait d'aller jouer dehors. Je ne veux pas faire plus vieux que je suis, 60 ans, mais je me dis, aujourd'hui, on a une société où les gens de mon âge regardent des familles qui sont 1 ou 2. Il y a des familles qui sont beaucoup moins grandes. On regarde les exigences scolaires sont moins élevées qu'il y a 30 ans. On est capable d'admettre ça, on est moins exigeant. On est obligé de tout changer, même les règles de français, parce que les jeunes n'y arrivent pas, c'est trop difficile. Fait que c'est difficile. Fait qu'on se dit, probablement qu'il y a une portion des grosses familles, puis le côté très, très social, jouer dehors, être avec ses amis, qui faisait une différence. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus individualiste comme société. Vous devez voir une différence. Mais ça me semble une évidence, mais je veux voir au plan de l'étude psychologique, qu'est-ce que vous voyez comme différence? Il y a plusieurs choses, mais on parlait des attentes tantôt. Oui. Bien, comme parent, quand tu as 6 enfants ou même 3 enfants là, ou 4, bien, les attentes sont réparties entre les enfants. Donc, mais quand il y en a un, bien, on a encore plus d'attentes qui sont canalisées sur cet enfant-là. Donc, imaginez, veut pas, il y a une interaction qui est là entre les deux. Puis, tout ce que lui va faire, le jeune, ben c'est comme ça a un impact. La mère ou le père, les deux, là, les parents, ils sont comme plus inquiets, plus facilement inquiets, ou en tout cas, du moins, ils espèrent encore plus que ce jeune-là réussisse ou qu'il réponde à des choses qu'eux, ils n'ont pas pu faire, par exemple, dans leur vie, tandis que quand il y en a 3, 4, ben là... Tu n'as quasiment pas le choix d'être plus autonome aussi quand les parents ont moins de temps. Ben oui, tu sais, quand moi, j'étais une famille de 8, à un moment donné, tu t'organises, tu te débrouilles puis tu fais tes affaires. Exact. Quand on va au parc aujourd'hui, c'est une image, mais en même temps, c'est une image que tout le monde a vue. Il y a un jeune enfant de 3 ans, va là, papa, maman, grand-papa, grand-maman. Il y a 5 adultes pour un enfant au jeu. Exactement. Nous autres, au parc, d'après moi, je ne veux pas vous vieillir, mais vous avez probablement jeune être allé au parc seul. Là. Oui. Ce qu'on ne voit plus aujourd'hui. Là. Exactement. Les parents sont constamment derrière, puis pas juste un parent, là, il y en a plusieurs, des grands-parents. Mais ça fait-tu partie du problème, ça, dans l'évolution? Ben, dans l'autonomie, entre autres. Là. En fait, je pense que ça vient jouer assurément sur l'anxiété, là, c'est certain. Parce que aussi, moi je dis tout le temps que dans l'équilibre, avec l'enfant anxieux, l'adolescent ou l'adulte anxieux, le but, c'est de le rendre autonome. Hein? On est des êtres de souffrance. On vient au monde avec une certaine souffrance. Mettons, on va vivre des interactions peut-être des fois difficiles entre jeunes, mais on veut faire quelque chose avec ça. C'est à nous à faire quelque chose avec ça. Là, maintenant, les parents sont là, puis sont très présents, puis à la limite, trop présents. Moi, j'ai le goût de dire, comme pour l'école secondaire, moi, je me rappelle pas que mes parents étaient derrière moi là, pour...
pour mes résultats, même qu'au contraire, je disais, ben ça serait le fun que tu ailles voir les professeurs, voir qu'est-ce il y a une rencontre de profs, tu y vas pas, maman? Non. Pas le temps. Ben, c'est ça, alors qu'aujourd'hui, c'est au contraire, ils sont omniprésents. On reçoit plein de courriels des enseignants sur on a fait telle chose. Moi, je me dis, oui, c'est bien, mais c'est bien encore plus si le jeune nous dit qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a vécu, lui, à l'école, comment ça s'est passé, quoi les nouveaux projets. Ça crée comme un lien, beaucoup plus que si je fais une ingérence, par exemple, dans les résultats, là. OK. Souvent, on dit que les jeunes, à l'école, l'école, c'est une partie du problème, je pense que c'est une partie importante. Dans l'actualité, on a beaucoup parlé d'école, de l'entourage de l'école, puis c'est fondamental entre 8 ans et 25 ans. L'école nous forme, on est plus souvent avec nos amis que nos parents, fait que ça, c'est majeur. Mais dans cette nouvelle société plus individualiste où le paraître est bien important, on remarque que les jeunes visent à bien faire, bien paraître, bien performer, mais les professeurs disent souvent qu'ils ne comprennent pas. Ils réussissent à faire quelque chose, mais il faut comprendre. C'est pas juste bien paraître, puis ça a bien été, ça a bien été, c'est large, mais est-ce que tu as compris les concepts? Exact. C'est majeur, ça. Oui. C'est comme de motiver... de motiver, oui, la compréhension, de savoir pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on fait. Hein? C'est un peu ça aussi le but en thérapie, c'est de prendre conscience de soi, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe en dedans, comprendre qu'est-ce qu'on vit, pourquoi on fait telle chose ou telle chose. Bien, c'est la même chose avec l'école, c'est de comprendre les concepts et pas juste faire de la mémoire à court terme pour retenir pour un examen. Effectivement, quand on comprend quelque chose, on le retient plus. Est-ce qu'il n'y a pas un mot qui se perd un peu? Je sais que je me ferais pas aimer en disant ça, mais l'effort, parce que c'est une chose qui est mise de l'avant. C'est pas toujours facile, là, mais puis l'école, c'est des concepts, on apprend des choses, donc c'est à moins d'exceptions, on a toujours eu des amis que ça allait bien puis ils n'étudiaient pas, là, mais la plupart du temps, il faut faire des efforts. Puis j'ai l'impression que l'effort est un mot qui a pâli au fil des années. Oui, ça, c'est comme les adaptations qu'on va mettre en place pour aider les jeunes. Je suis d'accord avec les adaptations, mais je me dis c'est important aussi de viser l'autonomie. Donc, quand on apprend à nager avec une veste de sauvetage, OK, il faut penser qu'il faudra l'enlever à un moment donné. Il faudra l'enlever, oui. Bien, c'est ça. Donc, il faut l'accompagner à être autonome de plus en plus. Puis, l'idée avec ce que vous dites aussi, c'est par rapport aux réseaux sociaux. Hein? Les jeunes voient des images de réussite, ils voient des images de beauté. Donc, c'est comme si ce qu'on voit, on pense que c'est ça la réalité. On ne voit pas tous les efforts qui ont été faits. Donc, si on peut prôner la patience, l'attente, montrer que ce qui est important, c'est beaucoup plus l'effort que le résultat. Est-ce que tu es contente, toi? Est-ce que tu as fait ce qu'il fallait que tu fasses? As-tu l'impression d'avoir été là où tu pouvais aller? Aurais-tu pu mieux faire? Aurais-tu pu en faire plus? Oui, puis avec la compréhension aussi, c'est justement, si on a un mauvais résultat, d'essayer de le comprendre. Si c'est un résultat qui n'est pas à la hauteur des efforts que j'ai faits pour étudier, on va essayer d'aller comprendre. Qu'est-ce qui fait qu'on a ce résultat-là? Est-ce que c'est moi, dans ma façon de comprendre les questions? Est-ce que c'est parce que la matière était difficile? Est-ce que... Ou j'ai pas mis assez de temps d'études? J'ai pas mis assez de temps d'études. J'ai peut-être pas assez décortiqué. Est-ce que, je l'ai pas compris, tout simplement? Donc, il y a des choses à aller voir. Puis des fois, c'est pas le jeune, c'est pas la matière en tant que telle. C'est l'examen qui, quand on a, mettons, une moyenne de 50% à l'examen pour l'ensemble du groupe, là, il y a peut-être un ajustement à faire. Il y a quelque chose qui n'a pas été compris visiblement, ou qu'un examen est moins adapté à la matière. Il y a un professeur que je trouvais vraiment intéressant, il disait, un professeur de français, qui disait, là, on va pratiquer les exposés oraux. Il dit, vous avez été évalué sur les exposés oraux depuis que vous êtes enfant, là, vous êtes rendu au secondaire, puis là, présentement, on ne peut pas évaluer une compétence qu'on ne vous a pas fait pratiquer. À chaque fois, ils font l'exposé oral, mais ils ne pratiquent pas avant. Il dit, là, moi, je vais vous faire pratiquer. Fait qu'en classe, ils leur demandent, qui c'est qui s'est fait dire, mettons, qui ne parlait pas assez fort. Fait que là, ils se lèvent, puis là, il dit, OK, on va pratiquer à parler fort. Donc, on va pratiquer l'alphabet. Puis là, ça dégêne, ça démystifie. Puis là, il y en a une, entre autres, qui, elle parlait pas fort. Puis elle avait de la misère. Fait que là, il a demandé à tout le monde,
OK, penchez votre tête là, sur vos bureaux, vous ne la regardez pas. Là, on est juste tous les deux. Puis là, tu vas dire A, B, C. Puis il faisait pratiquer le ton de voix. Moi, je trouvais ça, c'est vraiment génial. C'est adapté à l'évaluation qu'on va faire. Une des choses qu'on remarque aussi, moi, je vais avoir l'avis d'une psychologue parce que vous voyez les parents et des enfants aussi, puis avec qui vous donnez des conférences, vous jasez avec eux autres. Est-ce que quand vous voyez des enfants qui ont des problématiques, c'est une chose, mais ceux qui vont bien, est-ce que c'est souvent l'exemple de la famille? Est-ce que ça part souvent de la famille? Oui, on dit que les amis ont une importance, mais prenons l'exemple mettons, d'étudiants en médecine. Vous en avez parlé tantôt. Souvent, on se rend compte qu'un étudiant en médecine, dans sa famille, si c'est pas son père ou sa mère, c'est son oncle qui a été médecin, puis il a eu l'influence, il est allé le voir, puis ça les a donné l'idée, puis ça en est fait parler. Tu sais, ce côté-là, sans pousser outre mesure. Il y en a d'autres aussi qui travaillent, mettons, dans une entreprise de construction, puis la famille, puis le père était là-dedans, puis il a bâti une entreprise. Les filles sont là-dedans maintenant, soit plus dans l'administration, puis sont comme, pas juste dans la lignée d'eux, mais tu n'entends parler, tu vois ça. Exact. C'est encore une fois l'exemple. C'est pour ça que je veux vous parler. Est-ce que pour ceux qui ont de la difficulté, vous voyez, il manque cet élément-là d'identité, d'exemple? Parce que j'essaie de voir qu'est-ce qui fait que il y en a qui n'ont pas d'intérêt vraiment, des jeunes étudiants qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Remarquez que, très honnêtement, à 15 ans, 16 ans, on allait chez l'orienteur, on sortait encore plus désorienté. C'est peut-être tout à fait naturel de ne pas savoir ce qu'on veut faire là, comme carrière. Ouais. Mais est-ce que cette problématique-là, c'est chez ceux qui cherchent? Bien, moi, je pense que l'adolescence, c'est une période pour ça où est-ce qu'on cherche. Hein? À la base? À la base. Je suis pas prête à dire qu'il y en a plus qu'avant qui cherchent. Je pense que... Mais disons que c'est comme si tout était plus accessible. On peut plus tout faire. Hein? Fait que ça devient difficile de choisir. Mais Nathalie, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas changé? C'est parce qu'on dit qu'il y a bien des choses qui changent, oui. Mais en même temps, quelque chose qui n'a pas changé, c'est que quand on est ado, entre autres choses, ce qui est bien important, c'est la validation. Oui. C'est d'être cool, c'est d'être comme les autres le plus possible. Puis on entend ça des fois des jeunes, comme lui, je vais être les plus jeunes, là, 6, 7, 8 ans, ils vont dire, je veux comme son grand frère ou son ami de 12 ans. Oui. On commence comme ça. Donc, ce qu'on veut, là, je résume, là, mais je pense, il me semble que quand j'avais 15 ans, c'était de même. On va être accepté. Oui. On va être de la gang. Ce qui aurait changé, c'est qu'aujourd'hui, à chaque seconde, on sait ce qui se passe. Ouais. À chaque niaiserie qu'on fait, le monde entier peut l'avoir. Donc, on est obligé de ramener ça un peu aux réseaux sociaux, puis les Instagram, les TikTok. Parce que je veux juste entendre votre... Est-ce que vous êtes d'accord, Nathalie, que finalement, être comme les autres, être accepté, être validé, être cool, on a toujours voulu ça, l'adolescent? Vraiment. Ça fait partie... C'est pareil pour vous quand vous étiez jeune? Ah, puis avant nous... Ben oui. Oui, ça fait partie, ça, du développement. Faire partie de la gang pour pouvoir s'éloigner un peu de la famille. Hein? C'est ça, graduellement. Ça fait du bien, ça. Ben oui, ça donne c'est l'âge où nos parents nous dérangent, hein, puis ils sont tannants, puis ils sont gossants, puis ils sont jamais dedans, puis bon... Oui. Puis c'est difficile pour les parents parce qu'ils se sentent rejetés, hein? Ouais. Mais puis plus on a été proche du jeune, plus il va y avoir un rejet massif, là. Hein? Donc, ça fait partie du développement. Est-ce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont rendu excessif le besoin de briller? Ça, c'est absolument. Juste à penser à Star Academy, hein, quand ça a commencé, on voyait comme tout de suite un succès. Hein, instantané, oui. Ben oui. Alors, les jeunes, c'est ce qu'ils voient. Ils voient ça aussi sur les réseaux sociaux. Donc, puis le nombre de j'aime, le nombre de likes, hein. Les jeunes vont poster une photo, ils vont poster quelque chose. Aux 15 secondes, ils vont voir s'il y a des nouveaux likes. Oui, ben oui, pour voir, tu sais, jusqu'à quel point je suis aimée. Ben c'est illusoire. Mais c'est pas grave, si tout le monde le fait, il doit y avoir quelque chose de fort là-dedans. Exactement. Même si on dit que c'est illusoire, que c'est un peu cosmétique, c'est un peu tout ce qu'on veut de léger. Oui. Tout le monde le fait, là? Oui. Ah oui. Ben, je ne sais pas si vous avez vu le documentaire de Social Dilemma. Oui, hein? Ben oui. Ben, c'est ça, il en parle un peu, hein, comment les concepteurs de Facebook ou de ces médias-là ont mis l'accent sur c'est accro, c'est addict, ça. Hein? On a le goût d'avoir des likes, de sentir qu'on est, ou d'avoir l'impression qu'on est aimé. Hein? Si on prend 2 secondes, on ne fera pas de politique là-dessus, puis on ne réglera rien, mais dans l'actualité, il y a eu les gangs de rue, les jeunes à Montréal, 15-16 ans, puis ça, des jeunes attaqués à l'école ou des jeunes qui sont sortis des gangs, tout ça. Qu'est-ce que vous voyez comme facteur d'explication? Est-ce que, par exemple, le fait qu'on est on est plus jeux vidéo, moins joué dehors, est-ce que ça joue? J'essaie de voir les éléments qui peuvent expliquer
que des jeunes se cherchent autant. Et c'est plus que chercher dans des gangs de rue, tout ça. Ben, c'est une problématique qui n'est pas généralisée, là, mais qui est quand même inquiétante. Oui. Moi, je pense que ça, il y en a aussi souvent eu. Des gangs de rue. Des bombes. Ben oui. Je me rappelle où j'ai grandi, il y avait de ça, là. Où ça? Oui, je ne dirais pas. Mais effectivement, ça existait, ça a toujours existé. C'est juste que là, je pense que les médias sociaux, ils sont très forts. Hein? On entend beaucoup parler, puis ne serait-ce que même les mots qu'on utilise pour parler de ça ou pour parler d'anxiété ou, tu sais, toujours des mots graves, c'est fort. Tu sais, c'est des mots qui font peur puis qui alimentent un peu la société d'un peu de terreur. Donc, des gangs de rue, moi, je pense qu'il y en a toujours eu. Il y a peut-être un peu l'aspect de où est-ce qu'on veut faire partie d'une gang. Donc, puis les rites de passage, il y a tout ça qui font partie. Mais Heureusement, c'est pas tout le monde, là, mais quand même, oui, ça peut faire peur un peu. Moi, je veux parler d'un nouveau phénomène, peut-être plus féminin, vous me le direz, mais le phénomène des nouveaux moyens, dans le fond, c'est très drôle de parler de nouveaux moyens parce que c'est pas si quand on regarde d'où ça monte, c'est pas si fréquent que ça. On note une croissance, je prends le mot volontairement, phénoménale de l'intérêt des jeunes pour l'astrologie. Et d'ailleurs, quand on a fait la préparation, j'ai dit probablement qu'elle est déjà au courant, mais je vous ai envoyé des articles là-dessus. Puis là, c'est toutes les revues, des revues américaines, françaises, où on dit que c'est la nouvelle religion, puis que les jeunes se définissent comme ça, tout ça. Fait que là, je me disais, moi, que ça soit l'astrologie ou la religion, d'une certaine façon, mes convictions personnelles, je vois pas une grande différence, là, mais pour d'autres, ça serait scandaleux ce que je dis là, mais c'est personnel, c'est la morale, tout ça. Mais je me dis, c'est sûr que ça vient combler un besoin. Puis je vais avoir l'avis d'un psychologue. Comment vous expliquez ça? S'il y a tant de jeunes qui vont s'identifier par des signes astraux, c'est pas nouveau, l'astrologie, ça, je voulais dire. C'est vieux comme la Terre. Là. Oui. Mais comment on explique ça? Ça se peut pas que ça n'ait pas un lien avec ces dernières années, les réseaux sociaux, l'identité, l'individualisme. C'est sûr que là encore, il y a une facilité d'accès qu'il n'y avait pas avant nécessairement. Avant, on avait ça dans une revue une fois par semaine. Mais là, c'est bombardé. Là, hein? Les jeunes s'accrochent à ça. À une certaine époque, comme vous disiez, il y avait la religion. Puis à cette époque-là, on était vraiment dans une société de contrôle. Hein? Donc, il y avait un contrôle. Les gens étaient plus en contrôle, fallait bien faire, la retenue. Quand on était à l'église ou à l'école, il y avait une retenue. Hein? On montrait aux jeunes à se retenir. Là, on est plus dans une société, puis c'est pas moi qui le dis nécessairement, là, je pense entre autres à Michel Lemay, un pédopsychiatre qui a parlé de ça, qu'on est plus dans une société de la toute-puissance. Où est-ce que là, c'est comme si tout est possible rapidement, fait que sont où nos repères? Hein? C'est comme si les jeunes, déjà à la base, quand on arrive autour de la vingtaine, proche de la vingtaine, on se cherche, on cherche nos repères, on cherche, on quitte le foyer familial, puis on s'en cherche un autre foyer. Il est où mon foyer? Il est où mon phare, finalement? Bien, c'est comme si, là, on en a encore moins, parce qu'il y a trop de possibilités. Alors, il est où? Si on n'a pas développé notre phare interne, bien, on va s'en chercher un, puis ça en est un facile, accessible, hein? Est-ce qu'on va pas chercher un peu dans l'astrologie? Je disais c'est plus féminin parce que c'est des revues féminines beaucoup qui en parlent, puis que quand on en parle à nos jeunes, je dis pas que les gars sont pas là, mais c'est plus les filles qui ont ramené ça à la surface. Mais il me semble que c'est quelque chose de... J'ai comme l'impression que c'est quelque chose de réconfortant. Exact. Tu vas chercher des bonnes nouvelles. Tu prends ce que tu veux, hein? Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Si tu lis un gros livre sur l'astrologie, ce qui va moins... D'ailleurs, c'est assez rare qu'ils disent « vous avez une journée de merde, puis vous allez peut-être vous casser une jambe ». On comprend que souvent, c'est des dénominateurs communs. Mais c'est un peu ça, c'est aller chercher du positif, alors que tu t'es fait écœurer sur le site web ou qu'on n'a pas liké ta photo. Mais là, l'astrologie te ramène à quelque chose de positif. Tu vas te chercher, je sais pas. Oui, absolument. Puis ça, j'ai des gens en thérapie qui m'ont dit ça. Hein? Ah oui? Hey, là, ça ferait du bien d'avoir des bonnes nouvelles. Parce que... Ça va donc bien mal. Ben oui.
qu'est-ce qu'on entend à la télé? C'est beaucoup des choses comme ça, des mauvaises nouvelles, le variant. Tu sais, il n'y a rien d'encourageant. Ben, il y en a quand même un peu, là, mais vous comprenez ce que je veux dire? Oui, très bien, très bien. C'est comme si depuis un bout de temps, on patauge dans quelque chose de plus négatif. Fait que c'est sûr que les jeunes ont besoin de s'accrocher à quelque chose de positif, puis c'est une façon facile peut-être d'aller... Oui. Est-ce que, Nathalie, il pourrait y avoir aussi là-dedans quelque chose comme, ça dépend de l'âge des jeunes, là, mais comme le fait de manquer de confiance envers les politiciens, envers les institutions. Tu sais, on voit les jeunes qui sortent dans la rue pour l'environnement, donc le système établi. Donc, si tu ne crois plus à grand-chose, puis qu'il n'y a plus de religion, parce que faut... Fait que, tu sais, tu peux croire à tes amis, tu peux croire à bien des choses, mais l'astrologie, c'est comme... Tu sais, ça a des éléments qui se rapprochent un peu d'une croyance. Oui, d'une croyance, puis comme céleste. Hein? Ouais. C'est comme si c'est dans les étoiles, c'est au-delà. Ouais. Il y a quelque chose de spirituel. Probablement que ça va dans la quête de la spiritualité, hein? En même temps, de chercher pour connaître, pour s'accrocher à quelque chose de solide, de positif, parce que sinon, pourquoi on vivrait si on pense que c'est juste négatif la vie puis que c'est sombre? Hein? On a besoin de s'accrocher à quelque chose. Fait que c'est pas une surprise pour vous de voir que les jeunes s'accrochent plus, que l'astrologie revient à la surface? Non. Je trouve que ça va dans le sens de ce qu'on vit. Hein? Mais est-ce que c'est pas une façon aussi d'occulter les ben, je sais pas. Ça dépend comment tu le vois, mais moi, je me disais, c'est quelque chose qui est quand même discutable, là, dans le fond. Ça peut pas être fondamental dans une façon de se remettre droit. Là, puis c'est pas probablement totalement négatif non plus si ça prend pas trop de place. Là. Et effectivement. Puis je pense que là où vous m'amenez, c'est toute l'idée aussi de l'équilibre, comme on parlait tantôt, qui est, oui, d'avoir quelque chose de l'ordre de l'espoir, hein, faire confiance en la vie, avoir les émotions positives, mais aussi de tolérer qu'on est aussi un être de souffrance, qu'on peut vivre des souffrances, que ce soit physique ou morale ou psychologique, bien, il y a ça. Donc, il y a un équilibre là-dedans. Accueillir ce qui va moins bien, ce qui est plate, ce qui est désagréable, le tolérer, mais aussi avoir confiance qu'il va y avoir quelque chose de mieux, de meilleur après. Nathalie, je ne veux pas vous donner des idées que vous n'avez pas dites, mais j'ai l'impression, vous avoir entendu sur plusieurs sujets depuis qu'on parle dans ce podcast-là, que sur les fondamentales, il y a des choses qui existent depuis toujours. Tu sais, parce qu'on lit beaucoup, il y a une anxiété démesurée chez les jeunes. Vous n'avez pas dit qu'il n'y en avait pas, mais vous dites que les problématiques qui sont derrière ça ont existé depuis toujours. Là. Problématiques d'acceptation de groupe, problématiques de plaire à ses parents, de réussir. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensaient, quand vous faites de la thérapie, quand vous êtes avec des jeunes, que vous avez... C'est quoi votre approche? J'imagine que... En tout cas, je serais surpris que vous me disiez que vous avez une approche aussi défaitiste que les médias l'ont, là. Non, c'est sûr. Moi, c'est sûr que quand... Sans dire que tout va bien, je sais que c'est pas ça non plus, mais j'ai senti dans vos propos que vous êtes attendant, là. C'est pas la fin du monde non plus, là. Non, puis pour moi, comment je vois l'anxiété, c'est comme la vigie sur un bateau, là. Hein? Elle est là pour nous indiquer qu'il y a quelque chose qu'on peut regarder au loin, qu'on peut voir venir, puis qu'on peut modifier dans notre trajectoire. Donc, ça vient nous parler de quelque chose en dedans de nous, puis c'est ça qu'il faut regarder. Est-ce que c'est qu'il y a un manque de confiance? Est-ce que c'est, je sais pas moi, une difficulté à tolérer les émotions désagréables? Est-ce que c'est temporaire? Ça se peut que ce soit pas permanent, des problèmes qu'on sent. Peut-être que d'une mauvaise période, ma chère, mais attends, ça se peut. J'ai le goût de vous dire que pour 90% des jeunes, ce n'est que temporaire. C'est des passages, c'est des moments. Okay. Exactement. Ça, c'est important, parce que j'imagine que quand vous parlez aux jeunes, tu vas dire, attends, là, c'est pas si noir que ça, parce que c'est souvent ça, l'affaire t'arrive, ça va tellement mal, puis tout le monde, puis les amis, puis là on monte ça en épingle. Oui, exactement. Puis ça, c'est l'humain. Hein? On grossit ça, puis on est dans les extrêmes. Là, hein? Alors là, c'est de ramener justement la nuance, comme on parlait tantôt, pour ajuster. Là, mais est-ce que c'est ce que vous vivez, Nathalie, quand vous parlez des jeunes? À force de parler avec eux autres, finalement, ils disent, ouais, il y a ça qui va pas. Parce que quand tu me dis que tout va mal, on va y prendre point par point. Là. Exact. Puis là, au bout de la ligne, tu te rends compte que, écoute, non, ça va pas pire. Oui. Puis ça va pas pire. Puis là, tu es en train de me dire qu'avec ta mère, c'est pas si mal. Puis à l'école, tu as des bons... Mais là, finalement... Exact. Le but, c'est probablement de désengorger tout ça, là. Ben oui.
c'est un peu, en fait, comme, on a le sac à dos qui est plein, là, puis on le sort pour faire un peu de ménage, puis on se rend compte qu'il y a certains éléments que, oui, ils ont de l'allure, puis d'autres qui n'ont pas. Fait qu'on garde les éléments qui ont de l'allure, puis les autres, ben on les tasse parce que ça n'a pas lieu. On fait le ménage. Si on parle 2 secondes des parents qui vont des fois avec leurs enfants ou qui sont inquiets de leurs enfants, comment vous voyez ce qu'on demande aux parents, dans le fond? Parce que les parents doivent vous dire, Nathalie, ils nous en demandent. Je me sens tellement de la pression. Je veux que mon enfant réussisse. Au travail, il faut que je sois bonne. Il faut que je cours partout. Puis là, mon mari, puis on s'occupe, on essaie de répartir les tâches. On est fatigué, on est toujours brûlé. On perd sa vie à la gagner, comme chantait Pierre Bertrand. Mais est-ce que les récriminations ou ce que les parents vous exposent, ça vous semble-tu démesuré? Ou comment vous dealez avec les parents? Est-ce que les parents ont une pression aussi forte? Oui, bien souvent, oui. Souvent. Plus que les enfants ou? Bon, mettons autant, disons autant. Mais on est dans un phénomène aussi d'épuisement professionnel. Hein. Il y en a plein, là, des gens en épuisement. Ça aussi, c'est un autre des chantiers que je fais. Vous avez beaucoup, hein? C'est ça, des gens qui sont... Oui, puis moi, ce que je fais beaucoup dans les conférences, c'est de démystifier tout ça, là, hein, d'arrêter d'être dans la perfection puis de vouloir la perfection, parce que c'est pas ça qui... C'est pas là. Hein. Ça va nous conduire à l'épuisement beaucoup plus qu'autre chose. C'est l'équilibre, mais l'équilibre, c'est encore le mot tannant, oui. Mais c'est quoi l'équilibre, dans le fond? C'est quoi l'équilibre? Bien, c'est ça. Ça, c'est individuel puis personnel à chacun. C'est où ton équilibre à toi? Donc, il faut aller le chercher ensemble. Des fois, c'est de juste accepter que finalement, on est vulnérable. D'autres fois, c'est d'accepter que... Ça, on est moins bon là-dedans, mettons, là, ça se peut? On est vraiment pas bon là-dedans. Non, mais c'est difficile d'accepter nos vulnérabilités, hein, d'accepter aussi la finitude, hein, de la vie. Donc, le fait qu'on meurt tous un jour, le fait qu'on peut être malade, c'est pas facile. Donc ça, des fois, ça crée de l'anxiété, puis on peut se lancer dans une compulsion, on peut se mettre à être dans l'action juste pour fuir toutes ces émotions-là. Parce que il y a quelques années, là, les gens s'arrêtaient, hein, pour aller fumer. Je dis pas que c'était bon pour la santé, mais ce temps-là, ils prenaient, puis il y avait comme un moment où ils s'arrêtaient. Aujourd'hui, on a plus ça. On s'arrête par les texter. Ben oui. Donc, on ne s'arrête pas vraiment. On ne s'arrête pas, c'est ça. Non. De là, l'idée là, des courants de pleine conscience, de méditation, de yoga, c'est pas pour rien que c'est à la mode. C'est parce qu'il y a un besoin fondamental de s'arrêter. C'est peut-être pour ça aussi qu'on regarde des jeunes générations qui sont beaucoup plus infidèles dans leur travail, Nathalie, qui vont passer 4, 5, 6 jobs dans leur vie, alors que nos parents, souvent, c'était tu rentres à job, ils font 30 ans, puis c'est terminé, là. Ben oui, mais... On est rendu ailleurs parce que les intérêts sont plus larges, on veut un équilibre de vie plus grand, tu sais, c'est pas juste des paroles, là. Et il y a l'abondance. Hein? Ben oui. Ben oui, il y a quelqu'un qui me disait dernièrement que il donnait des bonus aux employés qui étaient à l'heure. Donc, pour les garder, il fallait qu'ils fassent ça. Hein? En tout cas, pour des vieux comme moi, je trouve ça scandaleux, mais en même temps, je suis pas surpris. Puis si j'étais patron d'une entreprise pour la rétention, est-ce que je le ferais? Possiblement. C'est là qu'on est. Hein? Les jeunes ont le choix du travail, ce qu'on n'avait pas il y a 20, 30 ans, 40 ans. Mais est-ce que ça va être un plus pour eux autres, d'avoir une facilité si grande d'être flexible, de changer de job comme ils veulent? Parce que ça peut être bon, là, mais ça peut aussi motiver le fait aussitôt que ça force un peu, tu sacs ton camp, puis dire je m'en vais, me trouver d'autres choses de toute façon, et ça risque d'être vrai. Fait que tu sais, t'es peut-être moins fidèle à ta job, t'es peut-être moins... Si ça coince, tu sacs ton camp. Tu sais, il y a les deux côtés, là. Ça peut être très bon parce que ça te permet de déployer puis de toujours faire des choses que tu aimes puis d'être meilleur, mais ça peut aussi faire que tu es intransigeant et que ça ne fait pas, tu sacs ton camp. Exactement, que tu es intransigeant puis tu ne tolères pas finalement quelque chose qui peut être inconfortable et qui peut t'amener ailleurs. Hein? C'est les jeunes, je dis pas que c'est un plus ou que c'est un moins, mais c'est vraiment différent puis c'est avec ça qu'il va falloir composer. Hein? Quand vous regardez la situation, Nathalie, on va finir là-dessus, est-ce que vous êtes optimiste quand même chez la génération actuelle des jeunes? Dans l'ensemble, les médias sont très négatifs, là, puis les parents aussi, hein, de ceux qu'on entend, parce que c'est pas tout le monde qu'on entend sur 9 millions de personnes au Québec. On entend des groupes, on entend des psychologues qui sont inquiets parce qu'ils se font beaucoup parler de stress, mais vous, comme psychothérapeute?
Bien, moi, fondamentalement, comme personne, j'ai un côté très optimiste. Et, OK. Oui. Même dans le bureau? Ah oui, OK. ah oui. Ben oui, parce que je pense que je n'arriverais pas à aider mon monde si je ne croyais pas en leur capacité et en leur potentiel. Mais moi, je crois au potentiel humain. Puis, vous êtes moins inquiète que d'autres, tu comprends? Oui, moi, ça ne m'inquiète pas, la vie en tant que telle. Moi, je pense qu'il y a toujours eu des choses. L'humain s'adapte à ce qu'il est. Puis, des fois, c'est comme le retour du balancier. On va dans un extrême pour, après ça, revenir un peu plus au centre, peut-être retomber dans l'autre extrême. Mais j'ai des gens, des adultes, des parents qui m'arrivent en consultation puis qui me disent, là, ça ne va pas dans notre vie de couple. Puis on veut faire quelque chose parce qu'on ne veut pas faire vivre à nos enfants la séparation que nous, on a vécue. De nos parents. OK. Exactement. OK. Fait que voyez-vous, il y a quelque chose... Il y en a qui sont prêts à mettre l'effort. Oui. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à ne pas revivre ou à ne pas faire vivre des souffrances à leurs enfants, à leurs jeunes. Donc, en ce sens-là, moi, je me dis, ben quand on veut faire mieux, quand on veut s'améliorer, ben c'est la base. Hein? C'est la base de l'être humain. Bon, si des gens veulent vous rejoindre, y a-t-il un site Internet, si on veut le dire, Nathalie? Oui, natalieparent-psychologue.com. Toutes les informations sont là. C'est sûr que là, j'ai pas de place actuellement pour... C'est difficile de vous voir, oui, c'est ça? Oui, OK. Je ne prends pas de nouvelles demandes de consultation. Je réfère au site de l'Ordre des psychologues. OK. Mais bon, ça peut aider quand même. Là, si les gens vous écrivent, il va y avoir une réponse. On va... Oui, oui, je vais les référer à différents sites. Bien, merci d'avoir pris le temps de nous parler, Nathalie. C'est gentil. Joyeuse fête, tant qu'à y être. On est proche de décembre. Là. Merci à vous pour ce bon moment.